Bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté, bienvenue dans Politique et Économie. Bonjour Natacha. Alors cette semaine dans les dessous de l'économie, que pouvez-vous nous révéler? Dans l'actualité économique, voici ce qu'il fallait retenir cette semaine, le sommaire en images. À la une des dessous de l'écho cette semaine, l'assurance chômage pour tous, promesse de campagne du candidat Macron, une promesse impossible à tenir et sera réduite à la portion congrue. Après « le patron c'est l'ennemi », le nouveau leitmotiv du gouvernement, c'est le CDD qui est l'ennemi. Les entreprises qui en abusent seront taxées. Arnaque, escroquerie et filouterie en tout genre, un rapport dévoile les nouvelles techniques des fraudeurs à l'ère de la haute technologie. Enfin, faut-il avoir peur du Bitcoin? Décryptage à la fin de ce rendez-vous. On le sait, Emmanuel Macron a notamment réussi à franchir le premier tour de l'élection présidentielle grâce à une multitude de promesses électoralistes. Aujourd'hui, on découvre que beaucoup sont intenables. C'est le cas de la promesse d'accorder le droit au chômage et à ses allocations à tout le monde, aussi bien les agriculteurs que les chefs d'entreprise ou les indépendants. Un droit qui serait aussi étendu aux salariés démissionnaires. Problème, plusieurs études ont évalué qu'une telle mesure coûterait de 8 à 14 milliards d'euros l'année de la mise en place, à cause notamment de l'effet d'aubaine et 5 milliards d'euros par an en rythme de croisière. Conséquence, à chaque fois qu'un membre du gouvernement évoque le sujet, il revoit à la baisse la promesse. Concernant les chefs d'entreprise, seuls ceux ayant fait faillite pourraient prétendre à une prise en charge qui plus est minimaliste. Le droit au chômage pour les démissionnaires serait aussi limité à des cas très précis et pour tout dire rares. Quant à la prise en charge pour les indépendants, l'idée est de ne l'accorder qu'à un nombre limité là encore de professions et de n'accorder qu'une indemnité de 800 à 1000 euros pendant 6 à 12 mois maximum. Au total, la promesse électorale d'Emmanuel Macron revisitée et réduite au strict minimum ne coûterait plus que 250 millions d'euros par an. Dans la bataille contre le chômage, le nouvel ennemi a été désigné, c'est le CDD, et tant pis si 9 embauches sur 10 se font par ce biais. Pour forcer les entreprises à embaucher, le gouvernement n'a pas trouvé mieux comme idée que de rendre le contrat à durée déterminée dissuasif. L'idée est de taxer celles qui en abuseraient en augmentant leur cotisation patronale à l'assurance chômage. Elle pourrait être quasiment doublée, passant de 4 à 7% du montant du salaire brut. Le problème, c'est que dans certains secteurs comme la restauration, le tourisme ou l'événementiel, pour ne citer que ces exemples, les missions courtes sont la norme, car l'activité est forcément fluctuante en fonction des saisons ou des contrats. Pour compliquer encore un peu plus les choses, le gouvernement imagine aussi récompenser les entreprises qui font peu ou pas appel au CDD en réduisant leur cotisation à l'assurance chômage. Les négociations visant à réformer le système d'assurance chômage ne font que commencer. Elles pourraient durer des mois. La direction donnée par le gouvernement ne devrait pas faciliter l'atteinte d'un consensus rapide. L'imagination et l'inventivité des fraudeurs en tout genre est sans limite. Un rapport publié par Bercy dévoile les nouvelles techniques et les nouveaux risques pour les particuliers comme pour les entreprises. Le rapport pointe du doigt notamment le fameux prélèvement SEPA, la grande invention européenne destinée à faciliter les virements de compte à compte. Le problème, c'est que le SEPA est beaucoup moins sûr que ce qui se faisait avant. La banque qui reçoit une demande de prélèvement est en effet tenue de l'honorer, car l'autorisation du propriétaire du compte prélevé est tacite, et elle n'a pas l'obligation de vérifier sa légitimité. Contrepartie d'un tel système, tout prélèvement peut être contesté jusqu'à 8 semaines après la date d'exécution et la banque est obligée de rembourser les sommes indûment transférées. Résultat, des petits malins se sont mis à exploiter la faille, déclenchant de vrais faux prélèvements depuis des comptes situés à l'étranger dont ils demandent ensuite le remboursement à leur banque. Plus basiquement, des centaines de milliers de prélèvements non autorisés passeraient inaperçus chaque année sur les comptes des particuliers qui n'épluchent pas systématiquement leur relevé bancaire. Autre arnaque qui prend de l'ampleur, des revendeurs de machines à carte bancaire proposeraient aux entreprises qu'elles équipent des machines associées à 2 comptes bancaires, l'un officiel étant celui de l'entreprise, l'autre un compte planqué à l'étranger servant à encaisser du chiffre d'affaires dissimulé au fisc. Enfin, dernier danger avéré, celui des placements au rendement faramineux dont la principale caractéristique est d'être souvent à l'étranger. Variante, des investissements en diamants réputés très lucratifs. Tant que l'argent est placé, tout se passe bien, les rendements annoncés sur les relevés sont toujours flatteurs, mais les choses se compliquent quand il s'agit de récupérer tout ou partie de l'argent.
et les voies de recours judiciaires à l'étranger sont souvent inexistantes ou en tout cas inefficaces. Ne vous étonnez cependant pas que le fisc tire la sonnette d'alarme, c'est évidemment intéressé. Toutes ces fraudes privent en effet le Trésor de recettes fiscales conséquentes. C'est aussi d'ailleurs l'un des principaux reproches faits au Bitcoin, la fameuse monnaie virtuelle électronique dont le cours atteint des sommets. Depuis plusieurs semaines, les médias en font des tonnes, le décrivant tour à tour comme une menace ou une escroquerie. En réalité, le Bitcoin n'est rien de tout cela. Considérez qu'il s'agit plutôt d'une valeur refuge dont le mécanisme de fonctionnement, on parle du minage pour les Bitcoins, calculé par des ordinateurs, offre une garantie et une sécurité sans équivalent aux épargnants. Le Bitcoin ne dépend en effet d'aucun État, d'aucune banque centrale, d'aucun fonds d'investissement. Il n'est pas investi sur des entreprises dont les résultats peuvent fluctuer en fonction de décisions stratégiques ou des aléas du marché. Le Bitcoin n'obéit qu'à une seule loi, celle de l'offre et de la demande, et pour l'instant, la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Conséquence, son cours a été multiplié par 20 en quelques mois. Et l'ascension pourrait continuer. Maintenant, rassurez-vous, le Bitcoin ne représente en aucune manière une menace pour l'économie mondiale, ni non plus pour la finance mondiale. À son sommet, le Bitcoin pèse entre 400 et 600 milliards d'euros, soit un quart de la dette publique française. Or, dans le monde, circule l'équivalent de 60 000 milliards d'euros, soit 10 000 fois plus. En fait, le Bitcoin fait peur aux États car ces monnaies virtuelles échappent à leur contrôle et pourraient mettre à mal demain l'hégémonie du dollar ou de l'euro sur les marchés financiers. C'est la fin du décryptage des dessous de l'écho. À la semaine prochaine. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, c'est Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Alors, chers téléspectateurs, pour la première fois, nous n'allons pas parler de l'actualité économique et financière, quoique nous y reviendrons par d'autres biais. Car notre ami vient de publier un livre qui a un titre à lui tout seul extrêmement fort, dont nous aurons l'occasion de l'expliquer. Il s'agit de Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets. C'est paru au Jardin des Livres. Alors, mon cher Pierre, ça veut dire que, en réalité, Adolf Hitler a été la conséquence de la planche à billets, et, si je vous ai bien compris, il y a eu comme une punition du ciel pour tous ceux qui avaient joué avec la monnaie et qui avaient gravement compromis le sort des Allemands et de l'Allemagne. C'est bien cela. Absolument, voilà. C'est tout à fait ça. Alors, je dois dire à nos téléspectateurs que le livre est absolument passionnant pour beaucoup de raisons. D'abord parce que c'est Pierre, et Pierre, vous connaissez son talent, proliférant, explosif, hein, comme dans les émissions qu'il a coutume de faire à TV Liberté, mais toujours documenté. Car Pierre est un journaliste, et il va voir les sources. Et notamment, il s'est beaucoup, notamment dans les portraits psychologiques d'Hitler, il s'est beaucoup penché sur les sources américaines de l'OSS. Mais le livre présente aussi une iconographie très intéressante, dans une époque qui est évidemment d'une noirceur extrême. Je ne suis pas sûr que vous ayez d'ailleurs beaucoup forcé le trait en noircissant le tableau, parce que quand on voit... Pas vraiment, je pense que j'aurais pu noircir beaucoup plus. Voilà, quand on voit ce qui se passe sous la République de Weimar, c'est assez effrayant, c'est dramatique. On voit très bien, grâce à une chronologie très habile que vous avez faite, Hitler, 500 manifestants à son premier discours, ou son deuxième discours. Oui, 500 personnes. Ouais. Personne. Valeur du mark en dollars, temps. Et puis, vous énumérez les mesures prises par la banque, la Reichsbank, la banque centrale allemande, et on voit la valeur du mark qui commence à décliner. Enfin, c'est passionnant, l'iconographie est riche. Alors, comment s'organise le bouquin ? Il s'organise de deux façons. Il y a toute la dimension psychologique du personnage, qui est très bien analysée, à renfort d'études assez complexes. J'ai rarement trouvé autant d'études sur la psychologie du dictateur aussi. C'est très intéressant parce que ça a été fait en 1943. Donc voilà. Et ce sont des sources américaines essentiellement. Allemandes. Et vous commencez par évidemment l'OSS, l'ancêtre de la CIA, bien sûr. On y reviendra. Et puis alors, il y a toute l'histoire monétaire allemande, les catastrophes incroyables qu'a connues l'Allemagne. Et cette idée, je crois, qui s'impose, c'est que, ici même,
nos téléspectateurs peuvent témoigner, nous n'adorons pas le veau d'or. Nous ne sommes pas des fanatiques du veau d'or. Mais lorsqu'un pays détruit sa monnaie, il détruit toutes ses valeurs. Et alors on voit des choses épouvantables. Des hommes qui se laissent mourir parce qu'ils ne peuvent plus acheter un morceau de pain. Des gens qui sont devant la devanture d'un magasin avec des œufs. Ils ne peuvent plus acheter des œufs. Des photos remarquables d'ailleurs. Et on voit aussi des parents de la bonne bourgeoisie obligés de prostituer leurs filles leurs enfants. Pour vendre, pour vivre, pour manger. Des maris qui prostituent leurs femmes. Oui, c'est quelque chose. Alors, mon cher Pierre, comment vous est venue l'idée? Je suppose que c'est évidemment à la mesure de l'étude que vous nous servez d'émission en émission sur les fantaisies monétaires de notre époque, qui vous a amené par récurrence à revenir sur les fantaisies monétaires des années 20 et 30. Ben, en fait, c'est une phrase. En fait, en français, on a très peu d'archives. D'une part, parce que c'est extrêmement censuré. Oui. Tout ce qui touche de près ou de loin Hitler, ses discours, etc., c'est quasiment pas disponible en français. Je parle de tous ces discours. Je parle pas de Mein Kampf, bien entendu. Oui. Et surtout la période qui a vu, comment dire, sa naissance politique est très très peu couverte. Et en fait, la grande déclaration, qui m'a vraiment choqué, c'est que la première phrase qu'il dit aux journalistes espions du New York Times, c'est la planche à billets de ce gouvernement est un crime. Et là, j'ai fait tilt parce que je me dis mais attendez, on est exactement dans la même situation. On est la banque centrale est en train de nous balancer de la fausse monnaie. On en parle suffisamment tous les deux. Voilà. Tous nos spectateurs, nos lecteurs, etc. m'en parlent régulièrement. Je veux dire pas plus tard à La Rochelle. Je veux dire, ils nous en parlent. Ils ont vraiment compris la logique de cette fausse monnaie. Et on est exactement dans les années 30. Et aujourd'hui, vous prenez un discours d'Hitler économique. Aujourd'hui, on peut très bien le mettre à jour. C'est ça qui est extraordinaire. Et il y a le deuxième point qui m'a vraiment c'est la partie spirituelle. Voilà. J'aime pas le terme spirituel, c'est pas le terme spirituel. C'est le côté Jeanne d'Arc d'Hitler, dans le sens où il entendait des voix. Et ça, on n'en parle personne, on n'en parle pas. C'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, de notoriété publique. On met ça de côté parce que ça pourrait exciter la curiosité des gens, effectivement. Mais clairement, c'est le Jeanne d'Arc allemand ou le Gandhi, le Gandhi allemand. Il se croit inspiré, voilà. Mais c'est pas qu'il se croit, il entend véritablement des voix, on le voit, et on le voit d'ailleurs dans le dossier de l'OSS. C'est très intéressant. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est le dossier de l'OSS. Alors le premier, c'est le docteur Murray qui va s'occuper du cas Hitler. Absolument. Mais justement, le docteur Murray s'appuie sur l'espion que l'OSS avait mis auprès d'Hitler, Monsieur Hafenstagel, qui était un diplômé de Harvard, justement. Alors Hafenstagel va vivre à côté d'Hitler, en agent double finalement, totalement méconnu. C'est étrange qu'il n'ait pas été reconnu quand même, identifié. Il fallait pas trop en parler parce qu'ils risquaient quand même, leur vie, comme on dit. Puis en même temps, c'est pas très flatteur d'avoir été un partisan d'Hitler et puis ensuite de s'enfuir, voilà, aux États-Unis. Mais justement, est-ce qu'il n'a pas pu côtoyer à ce point Hitler parce que les Américains avaient la maîtrise de la psychologie d'Hitler? Ils avaient compris. Non, là pour le coup, non, parce que là, il s'était vraiment identifié au mouvement national socialiste. Oui. Donc, un petit billet de la part de l'OSS, je veux dire, il était payé par l'OSS, donc il transmettait les informations. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait le plus grand dossier. Il a fait un dossier de 100 pages lorsqu'il était aux États-Unis pour dresser le portrait de tous ceux qui étaient le premier cercle qui était autour de lui. Et tout le monde est d'accord sur le fait qu'effectivement, Hitler... parce qu'on voit de tous les cours d'histoire, si vous interrogez les gens dans la rue, on dit, tiens, Hitler est apparu comme ça d'un seul coup, et puis il a déclenché la guerre, et puis il est mort. Voilà, exactement. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment pas ça du tout. Et on nous a volé cette histoire. C'est très important de le noter. On nous a volé cette histoire de la Deuxième Guerre... Enfin, après la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Et surtout, on nous a volé les conséquences. C'est surtout
tout ça et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce livre. Et je dois avouer que j'étais remonté là vraiment comme une pendule après l'avoir terminé. Hein. J'étais vraiment très très énervé contre tous ces gens qui réécrivent l'histoire. C'est-à-dire c'est un espèce de là je vais être très direct. C'est un négationnisme à l'envers. Oui. C'est-à-dire que voilà. C'est-à-dire qu'on vous cache, on veut surtout pas que le public soit informé des véritables conséquences qui ont amené la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et si je peux me permettre, votre dernier chapitre, je commence par la fin, les spectateurs vont être très je comprends pourquoi vous commencez par la fin. Il est très intéressant, parce que, qu'est-ce que vous faites? Vous faites l'inventaire de tout ce qui se fait en matière de films, surtout sur Hitler, la filmographie contemporaine d'Hitler. Or, on s'aperçoit d'une chose, dont nos téléspectateurs peuvent être avertis grâce aux émissions que nous avons fait ensemble, c'est que toutes les références à la monnaie de singe, à la déflation, à l'hyperinflation, sont évacuées systématiquement. Effacées. Complètement évacuées. Totalement effacées. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que la filmographie, ce n'est pas autre chose que de l'historiographie, c'est-à-dire la façon dont on écrit l'histoire. Or, la façon dont on écrit l'histoire sur Hitler élude complètement, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, ce qui l'a fait émerger. Et alors, en plus, vous êtes économiste de formation, je veux dire, et vous-même, vous disiez que c'est un livre qui a renversé votre façon de voir. Ah, qui m'a appris des choses, bien sûr, et qui a accentué ma vision de l'histoire monétaire allemande, qui est dramatique, mais vous m'avez fait découvrir des choses que je n'avais pas vues. Vous savez, Keynes, l'économiste Keynes, dont chacun sait que je ne suis pas keynésien, bon, Keynes a dit de la monnaie qu'elle était trois choses. Un instrument d'échange, évidemment, un instrument de valeur, un instrument de réserve de valeur. On laisse de côté la réserve de valeur, surtout en période d'inflation. Surtout, oui. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas des adeptes du veau d'or, mais dès lors que vous n'avez plus de référence monétaire, ce qui nous arrive aujourd'hui, eh bien, les autres références disparaissent. Tout s'effondre. Et le tissu social est gravement menacé dès lors que nous avons cette impéritie monétaire. C'est ce que nous vivons en ce moment. Voilà, tout à fait. C'est ce que nous vivons en ce moment. Tout le tissu social est en train de s'effondrer. Les centres-villes sont en train de... on a parlé dans une revue de presse précédente des fausses boutiques. Je vois des témoignages qui arrivent dans ce sens. Et toutes les valeurs perdues de la société de Weimar, c'est un peu toutes nos valeurs perdues aussi, aujourd'hui. On le voit très bien. Alors, vous allez plus loin. Vous allez vous appuyer sur un auteur, c'est Oswald Spengler. Il n'y a pas que lui. Il y a pas que lui, il y en a d'autres. Mais Spengler, oui. Si vous me permettez, je vais citer la phrase de Spengler que vous citez. « Les civilisations s'effondrent quand elles commencent à tricher sur leur monnaie. » Ça, il l'a vu, Spengler. Il l'a vu dans les deux tomes. Or, il est mort en 1936. Exactement. Une crise cardiaque, je crois. Crise cardiaque. Bon, il était faible du cœur, donc il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Alors. L'avènement d'Hitler. Voilà. Car vous dites aussi, en le citant, après l'ère de la planche à billets, l'ère de César. Des Césars. Oui, des Césars. Des Césars, au pluriel. Oui. Alors, pensez-vous, Pierre Jovanovic, je vous pose la question, que l'histoire pourrait se répéter? L'histoire se répète en ce moment même. L'histoire se répète, nos spectateurs le savent, on en parle suffisamment. La Banque Centrale Européenne fabrique de la fausse monnaie maintenant depuis janvier 2015. Elle devait s'arrêter, ils ont décidé de continuer à raison de 30 milliards tous les mois, qui ne vont absolument pas dans l'économie du peuple, mais uniquement pour enrichir les plus riches. C'est vraiment le cas de le dire. Et à un moment donné, de toute façon, toute l'histoire nous le montre, le taux d'échec des monnaies de singe est de 100%. Et à un moment donné, tout part en vrille, littéralement. Et donc, on voit déjà la montée des communautarismes, parce qu'on nous parle, on nous bassine toute l'année. Ça fait maintenant quasiment. En même temps, d'ailleurs, vous remarquerez, ça avait commencé déjà en 1980. Mitterrand avait inauguré ça en 1982 ou 83, si mes souvenirs sont bons, avec la fameuse émission "Touche pas à mon pote", le fameux logo "Touche pas à mon pote", etc. Mais en fait, déjà à l'époque, si vous mettez ça
comment dire, sur les mêmes échelles, eh bien, vous voyez qu'en fait, c'est en même temps que la crise économique qui a foudroyé le parti, enfin, le pouvoir socialiste, qui a été obligé de dévaluer le franc 6 mois plus tard, ou un an, voilà, ou 3 fois après son accession au pouvoir, et que la crise économique, plus on allait de crise en crise, etc., et plus les communautarismes, justement, devenaient de plus en plus forts. Et aujourd'hui, on vit des situations complètement folles, dans le sens où je vois des gens à la télévision qui nous disent il est interdit de montrer une crèche dans une mairie, mais en revanche, vous avez tous les musulmans qui prient, qui occupent toute une avenue à Clichy pour prier en public, et ça ne dérange personne. Donc on voit les montées de communautarisme, mais tout ceci est à mettre en relation, bien entendu, avec la crise, et surtout le chômage. Oui. Et surtout le chômage. Ben oui, parce que on voit très bien ça dans la République de Weimar. Bon. Absolument. Alors, un article récent c'est Marc Rousset, que j'ai reçu sur ce plateau, dit qu'il n'y a pas 10% de chômeurs en France, mais 20%. Bien sûr. Bon, je pense que vous êtes d'accord. Mais ça veut dire que ça nous rapproche quand même des chiffres de Weimar, ça. Mais c'est justement, vous faites bien de le souligner parce que c'est le tiroir que j'ai laissé ouvert. C'est que dans la chronologie dont vous avez parlé tout à l'heure, on voit justement la montée en puissance, le nombre de chômeurs qui augmente au fur et à mesure de l'utilisation de la fausse monnaie, de l'arrivée. Ensuite, on voit que ça se calme parce qu'on voit que la fausse monnaie est stoppée net. Et l'arrivée d'une nouvelle. Voilà. Donc d'un seul coup, le chômage se résorbe. Et ensuite, il y a la crise de Wall Street, de 29. Et à partir de là, le chômage recommence, puisque les Américains, là aussi, ils ont commencé effectivement à diluer leur or pour leur dollar. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant de voir à quel point la situation de Weimar est exactement similaire à la nôtre. Et je rappelle à nos jeunes spectateurs, parce que beaucoup me disait, mais je comprenais pas, je pensais que Weimar c'était un autre pays. Et en fait, les gens ne savent pas que Weimar c'est le nom de l'Allemagne, tout simplement. Bien sûr. C'est parce que à la fin de la Première Guerre mondiale, tous les aristocrates ont pris leurs jambes à leur cou, ils se sont enfuis, et donc les Allemands, il n'y avait plus de pouvoir. Voilà. Et ils ont décrété qu'il y aurait une nouvelle république. Voilà. Donc c'était la République de Weimar parce que les statuts ont été signés à Weimar, ou la décision a été prise à Weimar. Techniquement. Et puis, la patrie de Goethe. Voilà, patrie de Goethe. Et paradoxe, c'est à Weimar que la Reichsbank, à la fin de la guerre, va mettre toutes les réserves d'or, les tableaux volés. On en a parlé ensemble, oui. Voilà. Oui. Et là, ces réserves d'or seront bombardées, et là vous... Et volées. Voilà, et volées. Et vous dites, c'est un signe du ciel. Ah ben c'est clair que c'est un signe du... Le bombardement sur la Reichsbank... parce qu'il y a quand même une dimension mystique. Vous savez, ce livre, c'est un mélange c'est un roman d'espionnage, vrai roman d'espionnage. Ça se lit comme ça. C'est du renseignement militaire ou espionnage pur et dur. C'est vraiment ça. Il y a cette partie espionnage. Ensuite, il y a la partie économique, donc de tout ce qui concerne la politique monétaire. On y reviendra d'ailleurs. Exactement. Qui a permis à Hitler de naître dans cette boue. Et il y a la partie, il y a cette dimension spirituelle, parce que Hitler a échappé à, je le dis, plus de 50 attentats. Oui, si on 50. Met tout ensemble, on va dire une cinquantaine. Oui. Non, en comptant les bombardements. Non, il y a les attentats et les bombardements. Tout. Si on compare, par exemple, la vie d'Hitler, d'accord, à la vie de Gandhi. Gandhi, c'est l'antithèse d'Hitler. En apparence. En apparence. Mais enfin, bon, lui, il n'a jamais utilisé la violence. On est bien d'accord. Mais qu'est-il arrivé à Gandhi à la fin de sa vie, une fois quand il a terminé sa mission, on va dire ça comme ça, il a été assassiné. Il faut quand même le rappeler. Il a été assassiné alors qu'il était en train de rencontrer son public qui s'apprêtait à lui rendre hommage. Et il a été tué en public, d'ailleurs. C'est très intéressant. Beaucoup d'Allemands considèrent, et je ne suis pas le seul à le dire, le Premier ministre canadien de l'époque qui avait rencontré Hitler, le chancelier Hitler pour le coup, avait dit « j'ai l'impression de rencontrer Jeanne d'Arc ». Et je veux dire, n'oubliez pas, Gandhi, Jeanne d'Arc, Hitler entendaient une voix dans leur tête. C'est très très important. Vous conviendrez quand même que... Mais l'OSS le note. Oui, l'OSS le note. L'OSS le note, ils en parlent, ils savent pas comment le gérer. C'est ça qui est génial dans le rapport d'ailleurs des espions, parce qu'ils savent pas trop comment le gérer. Mais dans la liste, il y a quand même des figures plus sympathiques que Hitler...
lui-même. Je trouve que Jeanne d'Arc est plus sympathique quand même. Mais évidemment, mais oublions le côté sympathique ou antipathique. Mais moi, je regarde la valeur absolue. Voilà. Je regarde la valeur absolue. L'OSS le remarque. Absolument. Oui, c'est pas moi qui le compare à Jeanne d'Arc, d'ailleurs, c'est l'OSS. Non, absolument. Alors, et d'ailleurs, l'OSS explore évidemment toute l'intimité d'Hitler, et c'est comme ça que vous dévoilez évidemment son rapport aux femmes, son rapport aux autres, ses cauchemars, ses obsessions, ses névroses. Oui, mais qui sont pas, je veux dire, on va qui dire, sont partagées par des millions de gens. Je veux dire, c'est pas absolument. Non plus. Il fait pas exception à la règle. Hein, on peut pas dire ça. Il y a le fameux capitaine Smith. Oui, là, je remercie le capitaine Smith, homme extraordinaire. Parlez-nous du capitaine Smith. Absolument, le capitaine Smith était jeune, il était bilingue allemand, américain, et donc de l'aviation, et il a été donc envoyé nommé comme jeune attaché militaire à Berlin, et donc je crois que c'est en 1918, et c'est là où il a commencé à prendre contact avec tous les grands officiers, les généraux, etc. de l'armée allemande, et progressivement il s'est intéressé à la vie politique, et c'est comme ça qu'il a été amené à rencontrer Hitler en 1920 ou 22, si mes souvenirs sont bons. Le 20 novembre 1922. Voilà, 20 novembre. Interview. Exactement. Et il se fait passer pour journaliste du New York Times. Donc on voit déjà que les journalistes du New York Times travaillent pour la CIA ou l'OSS. Oui. C'est intéressant. Voilà. Et son article va être publié 2 jours plus tard dans le New York Times. Il est absolument fasciné par le personnage. Et il dit déjà dans son premier rapport, parce que Hitler l'a invité à passer ses troupes d'assaut, sa garde privée, on va dire, en revue, et dit, je suis en présence de la plus horrible bande de voyous, des plus durs que je n'ai jamais vus de ma vie. Donc je peux vous dire que ça doit être quelque chose. Hein. Et en fait, tous ces voyous qui étaient là, en fait, c'était leur seul moyen de survie, de ne pas mourir de faim dans cette République de Weimar. C'était justement de s'engager dans les troupes d'Hitler qui étaient pilotées par le capitaine Ernst Röhm. Ouais. Cela étant, Smith est quand même assez sévère avec Hitler, quand même. Il est fasciné par le personnage, mais il dit quand même que c'est un être... c'est un paysan, c'est un rustique. Non, c'est pas lui qui dit ça. C'est pas lui qui dit ça. Non, c'est pas lui. C'est tous les autres diplomates. C'est tous les autres diplomates européens qui sont en poste à Berlin, qui finissent à un moment donné ou un autre par assister à des meetings d'Hitler et qui disent mais cet homme est un rustre, c'est un gueux. Oui, sauf qu'il commet quand même l'erreur de ne pas estimer le personnage pour sa dangerosité. Mais tout le monde l'a sous-estimé. C'est ça qui est extraordinaire. Mais vous savez ce qui est intéressant, je ne fais pas une comparaison Hitler avec Macron, attention, qu'on ne fasse pas ce procès, mais tout le monde a sous-estimé Macron, qui a renversé la table. Qui a renversé la table. De la même façon mais je compare à nouveau, je ne compare pas, bien entendu, les deux personnages. Alors, vous savez, les diplomates américains se sont quand même intéressés aux personnages. Ils inondent littéralement le gouvernement entre 22 et 25 de notes que vous relatez, que les chargés d'affaires publient des notes extrêmement riches, extrêmement passionnantes sur la jeunesse du phénomène. Or, puisque nous sommes sur le propos économique, dans une émission économique, il y a quand même une chose qui est tout à fait frappante, c'est l'influence qu'a exercée sur lui des penseurs comme Feder. Absolument. Gottfried Feder. Gottfried Feder, qui, lui, voit, c'est en quelque sorte le nœud du destin là, de l'Allemagne et de l'Europe aussi, qui voit dans la planche à billets le pire des mots, finalement. Dans les banques, surtout. Dans les banques. Voilà. Et le fait que les banques appartiennent à des entités privées, ça pose un problème, parce qu'il dit ça n'enrichit qu'une seule partie, et donc ces banquiers finissent par prendre le contrôle du reste. Et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui, en 2017 ? En fait, on le voit très précisément depuis 2008. Moi, je rappelle que c'est quand même Emmanuel Macron qui a donné sa permission en tant que ministre à M. Drahi de racheter SFR. Il ne faut quand même pas
mal oublié. Ah oui. Et en échange de quoi, M. Drahi a donné BFM VC, comme je les appelle. Oui. Donc tout BFM VC a fait campagne pour M. Macron pendant tout le... voilà. Mais il n'y a pas que toute la presse française, donc à 90%, a fait campagne pour Macron dès le début. Et revenons à Gottfried Feder. Oui. Comment s'appelle le titre de son livre? Je n'arrive plus à le retrouver. Le manifeste contre les chaînes de l'usure. Voilà. Enfin, voilà. C'est exactement ça. Voilà. Manifeste contre la chaîne de l'usure. Oui. Alors ça, c'est pour briser les chaînes de l'usure, précisons-le. Voilà, pour briser les chaînes de l'usure. Bon. Alors, évidemment, c'est quand même une dimension, là aussi, l'histoire ne se répète sans doute pas, mais que nous avons aujourd'hui. Oui. Avec des banquiers qui ne sont pas tellement aimés de la population, j'ai cru comprendre par les derniers sondages, et qui ont des pouvoirs au-delà du politique. C'est là que c'est très inquiétant. Ils ont acheté tous les politiques, donc on est exactement dans la même situation. En fait, ce qui est intéressant, enfin, c'est pas moi qui le dis là pour le coup, ce sont les premiers lecteurs et les journalistes qui l'ont lu, c'est qu'en fait, quand on lit de la montée en puissance d'Hitler grâce à la planche à billets, en fait, on peut coller toute cette période, on peut la coller à notre période. Voilà. Et on voit justement les conséquences, et d'un seul coup, on voit ce qui va nous tomber sur la tête. On va dire ça comme ça. Alors, vous n'êtes pas prophète, et l'histoire ne se répète pas. Donc, soyons optimistes. Si, l'histoire se répète, justement. Malheureusement, oui, elle bégaye même, parfois. Non, mais l'histoire se répète, on le voit très clairement, très nettement. La question, c'est, pour reprendre la phrase de Spengler, après la planche à billets, les Césars, le règne de César, ou des Césars, nous allons nous interroger en deuxième partie, mon cher Pierre, sur l'issue probable qu'on peut attribuer à la crise. Malheureusement, ce n'est pas une issue probable, c'est une issue certaine. Alors, je suis plus optimiste que vous, j'ai dit probable. Je vois. Le pire n'est jamais sûr, vous le savez. À partir du moment où les banquiers fabriquent de la fausse monnaie, cela se termine toujours par une catastrophe pour le peuple. Parce que c'est le peuple qui est pris en otage. C'est l'épargne du peuple qui est décimée. Ce sont les retraités qui sont volés. On a vu ça avec les révolutionnaires français. Aujourd'hui, nous sommes... Vous savez, ce livre... C'est exactement la doublure d'un livre que j'ai supervisé qui s'appelle La crise financière française de 1789 à 1799. C'est-à-dire l'utilisation de la fausse monnaie par les révolutionnaires français qui va progressivement amener Napoléon au pouvoir. Oui. Qu'est-ce qu'on a? On a un César au pouvoir, hein, voilà, c'est tout simplement. Et là, on a vu Weimar fabriquer de la fausse monnaie par des quantités industrielles, 300 tonnes par jour de papier, on précise. Il y a des photos dedans, c'est tout à fait stupéfiant. C'est stupéfiant. Et ça a amené Hitler au pouvoir. Parce que la société est détruite de l'intérieur. Oui, ça, la société est détruite de l'intérieur. De 1919 jusqu'en 1933, la société allemande a été totalement détruite, minée littéralement de l'intérieur. Et les excès des banquiers les excès des banquiers ont été tels que ça a amené un autre excès justement en compensation. Alors, après la pause, nous allons revenir sur ces excès des banquiers, et notamment sur le fil général de la politique monétaire qui a produit tant de catastrophes humaines et tant de drames humains, très bien illustrés par le livre et généralement par l'iconographie de l'époque. On pense notamment à ce peintre Gross. George Gross, absolument. C'est impressionnant. D'ailleurs, vous savez, j'ai visité l'exposition Irving Penn au Grand Palais, et Irving Penn a fait une photo en 1938, je crois, de George Gross. C'est parce que sinon Hitler l'aurait découpé en tranches. Hein, c'est très clair. D'ailleurs, on peut montrer. Je crois que c'est. Il y a des. Alors, je ne sais pas de quel côté c'est. Il y a une iconographie qui est. Ah non, mais il y a le dessin de George Gross et j'ai mis en miroir. Ah oui, oui, vous l'avez mis. Vous avez mis en miroir une vraie photo de gens qui. Vous l'avez? Alors, il faut le montrer à la caméra. Je la montre à l'antenne, mais c'est vrai que... Voilà, dessin de George Gross à gauche. Voilà. Nous la mettrons. Mais alors, George Gross, et là, les gens qui contemplent les œufs. Le prix des œufs. Le prix des œufs. Qui changeait du matin au soir. Exactement, c'est toutes les heures. C'est effrayant. Alors, après la pause, nous allons explorer ça plus en détail. Et on va en venir parce qu'il faut absolument parler de la faillite
des banques. De Creditanstalt, d'Anat, on va en parler. Exactement. On va en parler. On va remonter, mais on va revenir un petit peu en arrière, on va revenir à la guerre de 14, parce que la genèse, elle se noue là, au cours même de la guerre de 14. Absolument. Nous allons revenir. Alors, ce livre, Pierre, il est foisonnant. Il est comme vous l'êtes dans vos émissions, il y a énormément de choses. On va essayer maintenant de retracer toute l'histoire monétaire, parce que nous avons vécu avec vous en première partie des flashs, pourtant. Nous avons vu l'aspect psychologique, le rôle de l'OSS, comment ces hommes ont rencontré Hitler, comment l'historiographie a effacé tout l'aspect économique, ou presque tout. Bon, on a évoqué le chômage. Tout le monde dit que c'est le chômage qui a amené Hitler. Mais oui, c'est ça. Mais ça, c'est bien plus. C'est bien pire que ça. C'est bien pire que ça. Et puis, la loi de Spengler, si on peut dire, tout abus de la monnaie, toute perte de valeur de la monnaie conduit au règne des Césars. Alors, Amen des Césars. Quel pourrait être le César contemporain? Moi, je vous formule l'hypothèse que ce pourrait être un César islamiste. Qu'en pensez-vous? Bah, écoutez, votre formulation est intéressante. Elle rejoint d'ailleurs celle de Houellebecq quelque part. Dans son dernier livre, c'est intéressant. Je l'ai dit dans une émission précédente parce qu'on m'a posé un peu une question similaire, mais pas la même. Mon sentiment, et là je le dis à tous les militaires qui nous regardent, je dis que c'est l'armée française qui sera amenée à prendre le pouvoir. Et ça sera pas un coup d'État, je précise bien. C'est-à-dire que le désordre qui sera amené par les banques parce que elles vont fermer. D'ailleurs, on voit bien, nous le traitons, vous et moi. On ne cesse de le faire voilà, que les gens ont interdiction. J'ai encore vu. Je peux vous dire, je vous donne deux exemples. Mon attention a été attirée en 2007. Lorsque j'ai vu une affiche, en 2007, je précise bien, en décembre 2007, donc ça fait 10 ans. 10 ans. Voilà, je crois que c'était à la BNP, une grande affiche, pour retirer plus de 3 500 €, merci de nous prévenir 48 heures d'avance. Donc c'est la première fois qu'on voyait dans les banques apparaître des choses comme ça. Il faut prévenir le banquier si on veut retirer plus de 3 500 €. Ok. Et maintenant, j'ai vu, c'est un lecteur, enfin c'est pas un seul, c'est plusieurs lecteurs qui m'ont envoyé, mais la même banque, en l'occurrence la BNP, pour retirer 1 500 €, 1 500, donc c'est même plus 3 500, merci de nous prévenir 7 jours avant. Non, vous imaginez. Et bientôt, pour retirer la banque postale qui vous interdit de faire des virements supérieurs à 1 000 €, il faut demander la permission. On en a parlé ensemble lors de la... Donc vous voyez bien que là, il y a un stress. Il y a un stress monétaire absolument phénoménal qu'on essaie qu'on nous cache, que BFM, que tout France 2, TF1, etc., enfin à l'AFP, personne n'en parle, bien entendu. Et en fait, on est exactement dans la même situation. On est dans la même situation où on veut empêcher les gens de prendre leur argent, et dans cette situation-là, où vraiment l'argent ne valait plus rien. C'est-à-dire que d'un côté ou d'un autre, à un moment donné ou à un autre, l'argent ne sera plus disponible. On va dire ça comme ça. À Weimar, il n'était plus disponible parce qu'il ne valait plus rien. Et voilà. Alors, il y a une photo, Hanovre 1930, une file d'attente. Fabuleuse photo. Incroyable. Fabuleuse photo. On a acheté les droits à KG, je crois. C'est une photo rarissime. C'est pas une file d'attente. C'est les filles des chômeurs. C'est une manifestation, enfin, si je puis dire. Non, ce sont des chômeurs. Non, je sais bien. Mais c'est impressionnant. Alors, la photo n'est pas très grande, mais on vous la mettra. Je sais pas si on pourra faire après sur des gros plans. Mais c'est très impressionnant. Et en dessous. Et on voit sur le mur, justement, voter Hitler. C'est devant tous les chômeurs. On le voit, oui. Et alors, en dessous, c'est une photo pathétique. Cet ancien officier, c'est un officier, manifestement, qui est habillé le plus dignement possible, mais qui est assis et qui tend sa casquette, qui fait la quête. Il n'a qu'une jambe. C'est-à-dire que c'est un blessé de 14, un amputé. On ne peut pas ne pas être ému devant une telle... Ah mais j'étais très très ému par cette photo. Cette photo, je l'ai regardée pendant des heures. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Parce que j'étais plongé dans toute cette ambiance Weimar, et je trouvais que justement cette photo-là était... comment dire, le parfait résumé de cette situation. Parce qu'au final, cet homme, en plus de perdre sa jambe, il l'a perdu pour rien. Il a été payé avec de la monnaie de singe. Alors justement, voilà. C'est ça qu'il faut voir également. Voilà. Alors ça m'amène à faire la genèse, à suivre tout le fil de l'histoire monétaire. En réalité, vous le dites à un moment, la guerre de 14 a été prolongée
dès lors que l'Allemagne et la France n'avaient plus assez d'or pour assurer leur monnaie. Ah oui, j'avais fait le calcul à l'avance, mais c'est la France qui a commencé. Hein. C'est la France qui a commencé. C'est la France qui a commencé. Et ça veut dire que des milliers de pauvres types ont été tués. Des millions. Des millions. Parce qu'on invente de la monnaie fictive. Exactement. Pour continuer à fabriquer des canons. Exactement. Nous sommes bien d'accord. Je précise que les Américains, eux, qui quand même ont bien profité de la Première Guerre mondiale, et ça je l'explique dans un de mes livres précédents. Ça sera pas mal aussi. Oui, mais ils vont appliquer la même politique à la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont exigé des Français, pendant que la France, voilà, précisons-le, pendant que la France, donc guerre de 14-18, payait ses officiers, les soldats, les sous-officiers, avec de la monnaie de singe, les Américains, eux, exigeaient pour la fourniture des avions, des chars, et enfin, des canons et ainsi de suite, et des matières premières pour fabriquer des armes. Et même avant 1917. Ils exigeaient les lingots d'or de la France. Absolument. Si bien que le stock d'or américain en 19 sera d'à peu près 45%. Absolument, ils vont tout ramasser. Du stock d'or mondial monétaire. Ah, ils ont tout ramassé pendant la Première Guerre mondiale, après. En 45, ce sera 70% du stock d'or monétaire mondial. Ça sera la même chose. Donc, ils donnent leur sang, donnez votre or, c'est la propagande française de l'époque. Et nous, là, on a des affiches, c'est donnez votre or et on vous donne du papier. Hein, voilà, parce que c'est ça. Oui, c'est ça. En fabriquant de la fausse monnaie, on permet à la guerre de continuer. Mais attendez, vous venez de tout résumer. En fait, c'est génial ce que vous venez de dire. Ah non? Si. Vous croyez? Si, parce que je l'ai abordé, mais je n'avais pas réussi à le formuler. En fait, vous venez de le dire. Les Américains réclamaient de l'or pour donner des armes à nos soldats qui vont verser leur sang et qui seront payés avec de la monnaie de singe. Ouais, voilà. Et c'est la compensation. Voilà. Hein, c'est la compensation. C'est cette compensation pour la monnaie de singe qui va emmener des millions de morts, qui seront morts pour rien. Qu'ils soient allemands, qu'ils soient français, peu importe, anglais, américains, on est bien d'accord. Mais ça a été une épouvantable mascarade, mais surtout, ce sont les banquiers qui se sont mis plein les poches. Pardonnez-moi de le dire ça, parce qu'on voit la naissance, dans ce livre, on voit la naissance de la Deutsche Bank. Ah ben oui. La Deutsche Bank qui avait, on va dire, 10 agences, grâce à l'hyperinflation, parce que les gens ne pouvaient plus se balader avec des... Attendez, ils se baladaient avec des valises. Ils se baladaient avec des valises pour payer pour payer un pantalon ou une veste. L'emploi bancaire va augmenter. Donc les gens laissaient cet argent dans les banques et le nombre de succursales d'un seul coup va augmente. Voilà, et c'est là la naissance de la banque moderne. Absolument. C'est à Weimar. Non mais c'est extraordinaire de voir ça. La fausse monnaie a permis aux banquiers de prendre le pouvoir. C'est épouvantable. Et aujourd'hui, ils sont les maîtres du monde. Ça, je vous l'apprends pas. Non. Hein, je rends un hommage à M. Lloyd Blankfein, de PDG de Goldman Sachs, qui a dit « Je fais le travail de Dieu ». Oui, et vous le citez dans le livre. Je fais le travail de Dieu. Mais on voit souvent, justement, des hommes politiques et des banquiers se situer dans cette dimension... Croyez-vous que ce soit un hasard qu'aujourd'hui le président de la République française soit un banquier de la Rothschild? Ben non. Croyez-vous que ce soit un hasard que le président de l'Europe soit un banquier du Luxembourg? Oui. Bien sûr que non. Les banquiers ont pris la démocratie. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est un semblant de démocratie. C'est des marionnettes qu'on nous agite. Hein. J'en parle suffisamment, vous le savez bien d'ailleurs. Alors, donc, l'aspirateur de Hitler, c'est donc Gottfried Feder. Il écrit un livre manifeste pour briser les chaînes de l'usure. Mais Hitler va donc considérer que c'est un des mots principaux. C'est le mal principal. Le mal principal. Absolument. Bon, autrement dit, la banque a créé Hitler. Bien sûr. Dans une certaine mesure. Si je fais non, mais la fausse monnaie a créé Hitler. La fausse monnaie. Précisons-le, la fausse monnaie a créé Hitler. Personne d'autre. Le gouverneur de la Banque centrale, c'était Rudolf von Havenstein. Oui, alors, je ne pense pas que Rudolf von Havenstein ait des acquaintances avec Hitler. Il devait le voir, mais vraiment comme un voyou de bas étage. Exactement. Vous faites d'ailleurs un portrait de Rudolf von Havenstein, le banquier central. Voici avec son monocle. Oui, bien sûr. Le physique du personnage. Tout à fait extraordinaire. Et un fou furieux. Une petite biographie. Et en plus, il est resté très très longtemps au pouvoir, parce qu'autant que je me souvienne, il est depuis 1908. Parce que figurez-vous, écoutez bien, les Américains, les Alliés, mais les Américains, donc il y avait les Français, les Anglais, ont demandé exactement ce qu'on a demandé à la France il y a grosso modo 8 ans.
ils ont demandé à ce que le gouverneur de la Reichsbank soit totalement indépendant du pouvoir politique. Ah, ça, c'est très intéressant. Et déjà, vous voyez, déjà, c'était là. Pour pouvoir imprimer ce qu'il voulait en fait de monnaie de singe. On demande, à partir du moment où le gouverneur de la Banque centrale est indépendant, c'est lui qui pilote le pays puisqu'il a la main sur le porte-monnaie. Mais voilà. Alors, tout simplement. Est-ce que le portrait de Rudolf von Havenstein vous fait penser à quelqu'un Ça me fait penser à Mario Draghi aujourd'hui. Bah oui. Le même côté coincé. Non, mais c'est vrai. Les deux ont ce côté, comment dire, pincé, coincé. Oui, mais n'oubliez pas. Et un peu contrit, si j'ose dire. Cette liberté qu'on va donner. Contrit, lol. Cette liberté, oui. Cette liberté qu'on va lui donner et qu'on a donnée à la BCE, elle a été consentie par les traités européens. Mais bien sûr. Le traité de Maastricht, le traité d'Amsterdam stipule que la Banque centrale européenne sera indépendante des pouvoirs politiques. Personne, je veux dire, les gens n'y ont vu que du feu. On n'y a vu que du feu. La loi du 3 janvier, c'est un autre exemple. Et rappelez-vous, c'était sous Sarkozy que les députés UMP ont voté le fait que les banques françaises, le contrôle des banques françaises passait à la Banque centrale européenne et pas à Bercy. Non. Donc on a totalement perdu... Aujourd'hui, ce sont les banquiers qui mènent la danse dans le pays. Personne d'autre. On est exactement dans le... Et on voit Rudolf von Havenstein emmener l'Allemagne joyeusement dans la guerre. C'est extraordinaire. C'est comme si c'était sur des roulettes, quoi. C'est fou. Ouais. C'est extraordinaire. Et alors, son successeur nazi, enfin, Émile Paul, sera... c'est Chartres, après. C'est Chartres qui va être son... Oui, mais Chartres, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse, vous avez raison. On en reparlera on a fait... Et alors, en même temps... Mais il y a Poul. Vous citez... Poul. Vous citez Éric Maria Remarque, résume la situation de l'époque dans son livre L'obélisque noir. Oui. Cette phrase est pathétique. Georg revient et me donne en retour un paquet de cigarettes. À demi plein. Que s'est-il passé d'autre, me demanda-t-il. Rien, pas un client. Mais je dois te demander tout de suite une augmentation. Quoi encore? Tu en as eu une hier? Pas hier, ce matin, à 9h. Juste 10 000 misérables marques. Cependant, il valait encore quelque chose ce matin à 9h. Le cours du dollar a été donné. Au lieu de pouvoir m'acheter une cravate, tout ce que je peux acheter, c'est une bouteille de vin bon marché. On ne dit pas si c'est pas pour oublier. Moi, j'ai besoin d'une cravate. Le dollar est à combien? 36 000 marques. Ce midi. Ce matin, il était à 33 000. Mon Dieu, souffla Georg. Où sont les jours tranquilles de 1922, quand le dollar ne passait sur une année entière que de 250 marques à 10 000 marques, sans parler de 1921, quand il n'augmentait que de 300%. Ouais, ça, c'est drôle. Bon. Alors ça, c'est l'hyperinflation. Nous n'avons pas cela aujourd'hui, mais attention. On a la déflation. Je veux dire, on a les taux négatifs, pardon, pas la déflation. Alors, on a les taux négatifs, ce qui est exactement on en a souvent parlé ensemble. Le taux négatif n'existe pas dans le capitalisme, par définition. Et s'ils ont obtenu les taux négatifs, c'est parce qu'ils ont voulu contrôler, éviter l'hyperinflation. Exactement. Mais la fausse monnaie. Oui, ils ont voulu même la créer. Et là, ils ont obtenu le contraire. Alors, justement. Bon, nous savons que l'Allemagne a vécu le drame de l'hyperinflation, que c'était aussi une façon d'échapper aux dettes qui pesaient sur elle. Oui, il y a de ça. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça, bien sûr. Mais fallait-il faire payer l'Allemagne? Vous savez que c'était la phrase du ministre des Finances français, Klotz, qui portait d'ailleurs un nom allemand, alsacien. Oui. L'Allemagne paiera. Bon, fallait-il qu'elle payât? C'est ça la grande difficulté, si vous voulez. Parce que Keynes va dire non, il fallait pas, il fallait pas. En 1919, il l'avait dit. C'était les conséquences économiques de la paix. Exactement. Alors, les Allemands donc ont connu ce drame de l'hyperinflation. Et puis, il y a eu quand même Chartres. Chartres qui a rétabli peu ou prou la monnaie. Oui, il a rétabli la monnaie. Il a rétabli la confiance. La hyperinflation s'est arrêtée en l'espace de 2 mois, on va dire. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui seraient capables d'arrêter la pente fatale de l'évolution monétaire aujourd'hui? On les cherche, remarquez, mais il en a existé dans l'histoire. Écoutez, là, je pense que... N'oubliez pas, à l'époque, l'Allemagne, c'était juste un pays. Oui. Aujourd'hui, dans la zone euro, je veux dire, c'est quasiment toute l'Europe, par 1 ou 2 pays ou 3. C'est beaucoup plus difficile de... Il y a 18 pays dans l'euro. Vous ne pouvez pas... Là, tout le système est empoisonné.
tout le système est empoisonné, donc à un moment donné ou un autre, ça va déraper. C'est obligatoire, c'est mathématique. Il n'y a pas d'autre issue. Bon, il n'y a aucune issue, même techniquement. Alors revenons à l'histoire. 1929, crack de Wall Street. Et ça, c'est après l'épisode d'hyperinflation. Précisons-le, parce que beaucoup de gens pensent que Wall Street, en fait, a que l'hyperinflation. Non, pas du tout. Non, en gros, la séquence historique est la suivante. Planche à billets pendant la guerre. Hyperinflation après la guerre. Ensuite, réforme de charte. Explosion de Wall Street. Déflation générale. Chômage massif. Chômage massif, avec un chancelier qui s'appelle Brüning, oui, qui décide de réduire les salaires. Qui a amené d'ailleurs, qui a comment dire, imposé des lois tellement difficiles, une austérité tellement dure, draconienne, que je veux dire, parce que tout le monde met ça sur le dos d'Hitler, mais c'était pas Hitler, c'était le social-démocrate. Oui, seriez-vous en train d'excuser Hitler là? Non, j'excuse pas, mais je veux dire, comment dire, les décisions, enfin, c'était pas les décisions d'Hitler d'ailleurs, c'était plus celles de Charte, on est bien d'accord, mais celles de Brüning, de social-démocrate, hein, soi-disant qui s'occupe des pauvres, il les a massacrés. Ah oui, il les a massacrés. Et ce sont ces pauvres-là qui vont voter Hitler. Voilà, bien sûr. Bien sûr. C'est eux qui vont voter pour Hitler. C'est ça qui est fou. Ouais. Et justement, cet enseignement de l'histoire est totalement omis. Et enfin bon, je ne veux pas me... Vous êtes là pour vous exprimer. Alors, à ce moment-là, quand la déflation arrive, Hitler est aux portes du pouvoir, bien sûr. Que font les banquiers? Il y a la faillite de la Kreditanstalt, la faillite de la banque autrichienne. Il y a la faillite de la en fait, vous avez raison de le souligner. C'est-à-dire qu'en fait, d'une part, il y a l'explosion de Wall Street en 1929, qui est similaire à l'explosion de Wall Street qu'on a eue, nous, 2008. En 2008. Et à partir de ce moment-là, Charte va prendre les contrôles, il va devenir gouverneur de la Reichsbank. Et il va tout faire pour garder l'argent, c'est-à-dire pour éviter à ce que l'argent sorte et à pouvoir garder le maximum, hein, pour remonter, on va dire, le trésor de guerre. Mais en même temps, les banques ont menti aux autorités de régulation. Oui. Ça vous rappelle quelque chose? Hein, rappelez-vous les stress tests, hein, il y a 4-5 ans. Donc les stress tests de l'époque, paraît-il, tout allait bien, et ainsi de suite. Et au final, on a l'explosion de l'équivalent de la BNP, de la Société Générale et du Crédit Agricole en même temps. Donc ce qui est on va dire, en l'espace de 6 mois, hein, ou de quelques mois. Et là, ça pose un véritable problème parce que ça donne raison à Hitler qui en parlait depuis 1920. On va dire. Et c'est du coup, Hitler apparaît comme un prophète. Hein, puisque les gens se retrouvent... c'est exactement ce que Hitler leur avait décrit. C'est-à-dire que les faits vérifient une prophétie. Donc, évidemment, ça crédibilise le personnage. Il y a 12 ans d'écart. Hein, il y a 12 ans d'écart. 12 ou 13 ans d'écart entre... parce que Hitler en parlait tout le temps. Et au bout de 12 ans, effectivement, les banques ont explosé. Et le plus intéressant, d'ailleurs, c'est la faillite de la Dresdner Bank. Oui. De la Dresdner qui avait une faillite cachée. Oui. Une faillite cachée. La Brüning, il a vraiment pété un plomb. J'ai invité les lecteurs, les spectateurs à lire ça. Les banquiers sont des menteurs, par définition. Ça, on le voit dans le livre, c'est fabuleux quand même, c'est extraordinaire. Et alors, vous dites des choses très étonnantes. Donc, la nature a horreur du vide, ce qui, plus de la monnaie, est créé à partir du vide. Oui. Bon. Et elle l'a rempli avec des millions de morts. Oui. Ça, c'est terrible, ça. Mais oui, parce que toute monnaie doit être compensée par quelque chose. Il n'y a pas de création de valeur sans quelque chose. On dirait qu'une loi physique. Oui, hein. oui. Mais tout à l'heure, vous parliez, vous l'avez très bien exprimé. De la loi de Spengler, en quelque sorte. Voilà, non, mais vous-même, vous l'avez très bien exprimé. Avec l'or, que les Américains réclamaient l'or, et les Français et les Allemands payaient leurs soldats avec du vent, hein, c'est le cas de le dire. Et résultat des courses, on avait les cadavres. Voilà. Hein, voilà. Donc ça a été vraiment compensé par les cadavres. C'est-à-dire que c'est un lingot d'or, manifestement, ça doit être 100 000 morts, hein, grosso modo, hein, en équivalent en valeur. Fabriquer de la monnaie à partir de rien est une activité purement criminelle, dites-vous. Ben oui. On l'a vu au Zimbabwe. Oui, absolument. On l'a vu au Zimbabwe. Ça continue. Alors, bon, à partir du moment où on l'a vu avec Milosevic.
En Yougoslavie? Oui, ça vous l'avez dit aussi. À partir du moment où ces banques font faillite, donc l'économie allemande est obligée de s'enfermer sur elle-même en quelque sorte. Absolument. Là, ils sont obligés vraiment de serrer les vis. Et là, c'est vraiment violent. Pour éviter les sorties de devises, pour éviter le paiement, etc. Mais il y avait une issue dans le système. Et là, vous consacrez un chapitre très intéressant qui n'est pas favorable à la Banque nationale suisse. Car c'est elle qui a permis la respiration. Là, on va dire qu'on est après la guerre, parce que voilà, parce que le livre, c'est surtout la période 1919 jusqu'à l'élection d'Hitler, grosso modo. Oui. Mais après, effectivement, l'Allemagne est en faillite. 1943. L'Allemagne, enfin, le Troisième Reich est en faillite. Chartres démissionne ou démissionner, peu importe. Enfin bon, il y a un désaccord. Il y a une lettre de démission. Quand même. Oui, non, mais il y a un désaccord total parce que lui il voit bien que tout l'argent qu'il avait réussi à mettre de côté, Göring et Himmler le prennent de l'autre pour financer, bien entendu, le réarmement. Et donc, il voit qu'il va dans le mur. Et en 1943, ce sont les banquiers suisses qui vont venir à la rescousse d'Hitler. Voilà. Donc c'est les banquiers suisses aujourd'hui qui s'estiment très propres, etc. Enfin, du moins ceux de l'époque. Eh bien, croyez-moi que les banques suisses, il n'y a rien de plus pourri au monde que. Je crois qu'ils sont même plus pourris que la Deutsche Bank. Ce qu'il faut le faire quand même. Hein. Oui, c'est pas. C'est pas rien. Hein. Mais quand même, il y a des hommes qui ont résisté. Il faut les citer quand même, je crois. Chartres a résisté. Chartres a résisté, oui. Absolument, Rajmarach. D'ailleurs, c'est le seul qui n'ait pas été condamné à Nuremberg. Hein. Absolument, d'une part parce qu'il a résisté, d'autre part parce qu'il a quand même son nom était cité dans un des attentats qui a échoué justement. Oui. Parce que l'ange gardien d'Hitler lui a sauvé la vie au moins une cinquantaine de fois. On l'a dit en début d'émission. Hein, ça c'est la partie mystique, on va dire du livre, même si c'est très léger. Hein, j'en parle pas beaucoup, mais c'est très important de comprendre ça. Hein, et Chartres a sauvé la mise une première fois, mais après il est parti. Donc c'est la raison pour laquelle à Nuremberg il a été blanchi, on va dire. Et alors justement, oui, blanchi comme les capitaux. C'est pas de chance, hein. Mon cher Pierre, là vous avez mal choisi votre expression. Mais il était blanchi, ouais, on n'a pas fait le même. Mais il y a des hommes quand même qui ont résisté parce que les nazis s'emparent de l'or, de tous les pays qu'ils ont conquis. Hein. Et notamment, le gouverneur de la Banque de France, quand même, il faut lui rendre hommage. Absolument, si vous pouvez lire 143, Yves Bréard de Boisanger. Absolument, de Boisanger, vous voyez, un ange dedans. Hein. Oui, mais c'est une famille belge, en fait, d'origine belge. Ah oui, c'est joli, en tout cas, Boisanger. Et il retardera au maximum la livraison de l'or belge aux nazis, vous voyez, et envoyant une lettre officielle au gouvernement de la BNS, la Suisse. Absolument. En lui demandant de ne pas accepter les lingots d'or volés par les Allemands. Absolument. Précisons que c'est Pétain. Hein, c'est le gouvernement de collaboration pétainiste qui a récupéré l'or belge, alors que les Belges avaient réussi à évacuer leur or pour que les Allemands ne le prennent pas, qu'il a rendu aux nazis. Je ne sais pas si vous imaginez. Et après, on nous dit Pétain, machin, ceci, cela. D'accord. Quand on regarde dans les faits, je pense que la décision de De Gaulle était la bonne. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous ne sommes pas très loin de la fin de cet entretien, malheureusement, parce que votre livre est d'une richesse extrême. Merci. Que diriez-vous si on vous disait qu'aujourd'hui, le problème, il s'est quand même déplacé en matière bancaire, certes vers la BCE, à Francfort, mais il s'est aussi déplacé outre-Atlantique. Parce que les banquiers américains font un peu de n'importe quoi, et surtout, ils n'ont plus l'or. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont plus l'or, car depuis 1971, le dollar ne repose sur rien. Ils ont essayé de le faire reposer par ricochet sur le pétrodollar, n'oubliez pas. Oui. C'est ce qui a donné la force aujourd'hui à l'islam. Bien sûr. Si l'islam aujourd'hui est si puissant, etc., c'est grâce à la planche à billets des Américains. C'est très important de comprendre ça. Oui, c'est aussi parce que la nature avait mis du pétrole sous les sables de l'Arabie. On est bien d'accord, mais le pétrole existait avant. Je veux dire, il y en avait ailleurs aussi. Et puis il y en a ailleurs. On est d'accord. Hein, mais là où l'Arabie Saoudite a pris une telle importance, c'est lorsque les Américains sont sortis de l'étalon or, et pour obliger tous les autres pays à toujours, à s'enrichir sur le dos des autres pays, ils disent vous pouvez pas acheter de pétrole si vous n'avez pas de dollars.
Hein, voilà. C'est quand même un sacré chantage que Valéry Giscard d'Estaing n'a absolument pas. Les Américains, la CIA pensait que Giscard d'Estaing s'opposerait à toute cette politique. Et en fait, pas du tout. Il a signé son. De Gaulle incroyable. S'y était opposé. Même Pompidou. Oui, enfin bon. Il n'a pas pu s'y opposer, mais c'est Giscard qui a vraiment trahi la France, hein, en grande partie. Alors vous faites une comparaison assez accablante. Vous citez un fait. La Banque Centrale Européenne a poussé le cynisme, dites-vous, à un niveau stratosphérique. Devinez à qui ils ont confié la construction de leur nouveau quartier général. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Albert Speer. Albert Speer. Alors le fils d'Albert Speer. Il s'appelle Albert Speer aussi. Oui, lui aussi, oui. Hein, voilà. Le fils de l'architecte favori d'Hitler, c'est lui qui va construire le nouveau siège de la Banque centrale. Voilà, il faut préciser que Hitler était extrêmement épris, et j'utilise volontairement ce verbe, était extrêmement épris de Albert Speer. Hein. Albert Speer le suivait partout. D'ailleurs, il était avec lui à Paris, devant la Tour Eiffel. Hein, la fameuse photo de Hitler avec la Tour Eiffel en fond. Speer était juste à côté. Il était juste sur le côté. Hein, ne pas l'oublier. C'est Speer qui a construit la fameuse chancellerie, qui a été détruite d'ailleurs par les bombardements et ensuite par les Russes. Tous les grands travaux, les grandes manifestations de nazis étaient pilotées par lui. Donc vraiment, c'était son bras droit artistique. Voilà. Et je trouve ça extraordinaire que la Banque Centrale Européenne, alors que les architectes de renom et géniaux dans le monde ne manquent pas, on va dire qu'on a quand même 500 architectes vraiment de très très haut niveau dans le monde, trouve le moyen de confier la construction de la Banque Centrale Européenne au fils du dignitaire nazi. Mais c'est le détail. Le diable est dans les détails. Le diable est dans. C'est Blight Masters qui dit toujours ça. Le diable est dans les détails. Blight a raison. Et là, c'est signé. C'est même pire que ça. C'est signé. C'est-à-dire qu'en fait, on voit les anciens nazis. Hein, le fils n'est pas forcément. Non, je parle pas du fils, moi. Je parle de la Banque centrale, de ceux qui ont pris la décision à la Banque centrale de confier la construction de leur quartier général à Albert Speer bis. Hein, et d'ailleurs, franchement, c'est très moche. Hein, c'est très moche. Et en plus, tenez-vous, vous savez où ils l'ont fait construire? Ils l'ont fait construire sur le lieu où les Juifs étaient amenés en tramway avant d'être dispatchés sur les camps de concentration. Et là, la Banque Centrale Européenne était tellement emmerdée par cette affaire parce qu'elle dit oulala, ça va faire un scandale, donc on va mettre une petite plaque de commémoration, hein, puis on s'en débarrasse comme ça. Voilà. Non mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ça vous montre le fascisme bancaire qui est en place aujourd'hui. Hein, confier la réalisation du quartier général de la Banque Centrale Européenne à Albert Speer, fils, qu'il soit fils ou petit-fils ou cousin germain par alliance, etc. Peu importe, c'est signé. C'est signé. Enfin, il fallait donner à tout le monde, sauf à Albert Speer, fils. On est bien d'accord. Hein. Donc le message est clair. Le message est clair. Voilà. Je pense que tout le monde a compris ce que la Banque Centrale Européenne a voulu dire. N'oublions pas qu'on est à Francfort, qu'on est chez les Allemands. Hein. La vengeance de la planche à billets. Et là, c'est la vengeance du Troisième Reich. Là, on est dans le Quatrième Reich, en fait. C'est le Quatrième Reich. Le Quatrième Reich, pour moi, c'est la Banque Centrale Européenne. Hein. Monsieur Mario Draghi. Draghi. Alors, non, mais je fais de la provocation exprès, parce que j'estime, je l'ai déjà dit, j'ai eu l'occasion de le dire, que la Banque Centrale Européenne, c'est le Quatrième Reich, et ils sont en train de mettre en esclavage tous les pays. Et d'ailleurs, rappelez-vous ce qu'a dit, et je pense que c'est une excellente conclusion pour nos chers spectateurs et nos lecteurs, le ministre des Finances allemand a dit cette phrase qui m'est restée parce que c'était vraiment important. Je veux que les Français entendent le cri de désespoir des Grecs afin qu'ils restent dans la ligne de la Banque Centrale Européenne. C'est Schäuble qui a dit ça. Oui. Sauf que, vous le dites aussi dans le livre, que les Français peuvent se retrouver demain dans la situation des Grecs. Mais on est dans la situation des Grecs. Avec Macron, c'est pas Macron qui va nous sortir de là. Hein. Il est pro-européen. D'ailleurs,
C'est une information qui est sur la revue de presse, parce que ça date c'est un scoop du journal El País de vendredi. Oui. Hein, donc là, demain, c'est demain, donc après notre enregistrement, qu'à Bruxelles, ils vont voter une loi pour nommer le super ministre de l'économie qui va chapeauter l'économie de tous les pays de la zone euro. Oui, mais et c'est ce que Macron voulait. Oui, il avait déjà dit qu'il voulait un super ministre de l'économie. Ça, il l'avait dit. Mais, alors, mon cher Pierre, je ne serais pas d'accord avec vous là-dessus. Dites-moi. Parce que les Allemands n'en voudront pas, paradoxalement. Et si le ministre est un Allemand? Alors, je vais vous dire. Si le ministre est un Allemand? Je ne suis pas sûr que ça ira plus loin. OK. Parce que les libéraux... Enfin, attendez, ce que vous dites est très juste, mais le ministre va exercer son pouvoir sur tous les autres pays, sauf l'Allemagne. En fait, vous venez de dire la même chose que moi, mais d'une autre façon. Schäuble l'avait dit. Il ne voulait pas d'un ministre, d'un super ministre des Finances allemand, parce que ça suppose évidemment un budget européen. Je ne dis pas le budget de Bruxelles, je dis un budget commun. Bien sûr. Et des impôts communs. Soyons optimistes. Allez, soyons-le. Hein. On approche de Noël. Hein. Franchement, ça sera dur. Hein. Il n'y aura pas de ministre. On verra demain. Ou alors ce sera un ministre de pacotille, hein, c'est possible. Souhaitons-le en tout cas. Ce sera un ministre de pacotille, hein, pourquoi pas. Mais je dis simplement, je dis à tous nos spectateurs, hein, observez bien, le diable est dans les détails. Le nouveau siège, hein, précisons-le, de la Banque Centrale Européenne est signé par monsieur Albert Speer. Alors, ce livre, Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets, au Jardin des livres, Pierre Jovanovic, qui vient de paraître. Voilà, il est sorti là, fin novembre. Et donc, chers téléspectateurs, nous n'en avons pas dit 20% de ce qu'il y a dans le livre. C'est difficile, hein, il y a beaucoup d'informations. Vous le lirez avec intérêt parce qu'il est très documenté. Il y a une bonne iconographie, il y a une très bonne bibliographie. Vous êtes passé aussi par la filmographie et donc la question de savoir comment on écrit l'histoire aujourd'hui. Parce que, précisons-le, juste une seconde, je montrais là, j'ai fait une film, et encore, c'est pas du tout exhaustif, je veux dire, regardez tous ces documentaires pour voir, est-ce que au moins quelqu'un aura le courage ou l'honnêteté d'aborder la partie économique, hein, qui a permis Hitler de venir. Non, personne. Et je dis à nouveau, vous savez, aux réalisateurs de Madame Clark et vous savez ceux qui ont fait Apocalypse Hitler. Apocalypse Hitler, oui. Voilà. Oui, en effet, vous le citez. Non, mais c'est honteux. C'est honteux. Alors bon, ils traitent la guerre, c'est une autre partie. Mais la manière dont ils expliquent comment Hitler est arrivé au pouvoir est un pur scandale, quoi. Alors les banquiers ils ont aucun rôle, n'ont joué aucun rôle. Oui. Donc vous voyez que la désinformation, l'histoire est bien réécrite par les vainqueurs, c'est clair. Vous citez Hitler, The Rise of Evil, de Carlyle et Peter O'Toole. Ça c'est très bien, oui. Vous citez The Dark Charisma of Adolf Hitler, de Lawrence Rees. Bon, Ah non, mais il y a une bibliographie très riche. Vraiment, à la fin du livre, hein, vous pouvez... les lecteurs peuvent aller beaucoup plus loin s'ils le souhaitent. C'est intéressant parce qu'on peut aller en effet plus loin grâce à la très bonne documentation que vous fournissez à nos lecteurs et que vous avez fourni à tous nos téléspectateurs aujourd'hui. Mon cher Pierre, merci. Merci. Et merci à vous. Et je dis à merci à vous et merci à tous nos spectateurs que je vois dans mes signatures. Ça c'est voilà. Donc je remercie là pour les spectateurs et nos lecteurs que j'ai vus à La Rochelle. Ils nous suivent beaucoup à La Rochelle. Attention. Hein. Ouais. Je salue notamment les pilotes d'Air France, hein, qui ont... Il y a beaucoup de retraités Air France là-bas. Hein, les hôtesses de l'air, vous connaissez. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de retraités Air France dans la région de La Rochelle. Et donc, j'en profite, je serai à Dijon donc, le 13 janvier. Voilà. Et par avance, on va souhaiter quand même un très bon Noël absolument, un très très bon Noël et surtout une nouvelle année, hein, et surtout sauver vos économies. Voilà, c'est la chose la plus importante. Justement, tiens, précisons parce qu'il y a une page là qui est éloquente. Alors, moi, toutes les pages sont éloquentes, mon cher. Non, mais il y en a une. On voit, voilà, c'est celle-là. Ah oui. Les marques seuls ceux qui avaient des pièces et des lingots d'or ou d'argent, en fait, ont sauvé leur billet. Voilà. C'est aussi bête que ça. Oui, parce que on ne peut pas manger avec des billets qui sont surimprimés, qui ne valent plus rien. Oui, c'est très important de montrer. On va les extraire
du livre. Donc, 1 Million Mark, 10 Milliarden Mark, 20 milliards, enfin je ne suis pas germaniste, 20 Milliarden Mark. Billionen, Voilà, c'est énorme, ça valait plus rien. Voilà les billets, avec lesquels d'ailleurs les femmes faisaient des costumes. Oui. Hein, les femmes du monde. C'est pathétique. Et j'ai respecté la tradition de politique éco. On parle beaucoup de littérature et d'économie. Ah, oui, parce que dans le livre, vous allez retrouver Ernest Hemingway, Eric Remarqué, à l'Ouest, l'auteur, le fameux auteur de Maria Remarqué, à l'Ouest, rien de nouveau. Voilà. Thomas Mann. Voilà. Thomas Mann, c'est très intéressant. Très intéressant. Oui, Sébastien Hafner. Oui, voilà, vraiment, il y en a une quantité, hein, parce qui décrivent cette époque-là. Et d'ailleurs, une très bonne bibliographie, hein, qui est abondante et qui vous permet de... je remercie beaucoup la bibliothèque de la CIA. Oui, ça... Non, mais ils ont une bibliothèque. Non, mais attention, il y a une bibliothèque. Et je remercie surtout l'Institut Hoover, puisque c'est eux qui gardent les archives de la CIA, enfin de l'OSS, mais également, parce que j'ai pu consulter d'autres archives maintenant de la CIA, pour le coup, et qui sont vraiment très, très intéressants. Vous retrouverez tout ça. Mais il y a également les banques. Hein, les banquiers allemands ont fait beaucoup de conférences sur cette période de Weimar. Hein. Et puis, on peut relire Spengler aussi. Oui, enfin là, il faut s'accrocher. Hein. Oui, mais... Là, il faut s'accrocher. Là, je vous dis, si vous vous attaquez à Spengler, là, prenez des efferalgans, des aspirines, très bien, mais... des cours de yoga. Non, mais pour terminer sur Spengler... C'est spécial, hein, attention. Spengler voit les civilisations, vous le dites, comme des plantes qui... Absolument. Qui germent, mûrissent, s'épanouissent... Comme un lierre. Puis déclinent. Et finissent par mourir. Voilà. À partir du moment où la sève ne coule plus. Voilà. Hein, et la sève, c'est la politique monétaire, c'est l'argent, enfin le véritable argent. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai, il a raison. Oswald Spengler, hein, si vous nous entendez, hein, Guten Tag. Ben voilà. Chers téléspectateurs, merci de votre patience. Merci à vous. Bonne fête de fin d'année. Voilà. Et surtout, on aura le grand plaisir de vous retrouver donc au mois de janvier avec une méga revue de presse tous les deux, parce que alors là, c'est extrêmement attendu. Elle sera riche. Non mais attendez, vous savez ce que font les lecteurs maintenant? Ils téléchargent la vidéo et il l'envoie à tout le monde. C'est-à-dire que maintenant vous pouvez télécharger, en fait, vous n'êtes pas obligé de la regarder sur YouTube, il la télécharge, il la distribue, il la met sur leur propre serveur, etc. Donc en fait, les visionnages qu'on a sur YouTube, par exemple, sont complètement faux. Je veux dire, je pense que c'est au moins le double. Au moins le double. C'est vraiment intéressant. Si c'est le double, c'est plus de 200 000 alors. C'est plus de 200 000, oui. En tout cas, la revue de presse sera riche, sans doute plus riche que nous. C'est sans doute plus riche que la Banque Centrale Européenne. Peut-être pas autant. Merci Pierre, à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Ah, j'ai oublié Picsou Magazine, si, oui, pour les fêtes. Sûr. Alors, pour finir. Non, parce que Adolf Hitler, c'est dur comme sujet. Donc, c'est vraiment dur. Donc voilà. Montrez-nous ça. Si vous avez du mal avec ça, voilà. Donc non, mais si vous avez du mal avec Adolf, non, parce que vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas voir qu'il y a des problèmes. Donc voilà, il y a un numéro spécial qui vient de sortir, la fin novembre, qui s'appelle Picsou Magazine. Et alors, c'est un hommage qui est rendu. Alors, c'est un collector, qui est rendu depuis à Karl Barks, qui est le créateur de Picsou. Et alors, il faut le rappeler, Picsou, c'est le premier banquier que tout le monde rencontre. Hein, c'est le premier banquier qu'on connaît dès l'âge de 3-4 ans, voilà, 5 ans, c'est Picsou, le banquier. Et Picsou, donc, avec sa réserve fractionnelle, qui est matérialisée par sa piscine remplie de pièces d'or. Voilà, son coffre-fort. Voilà, donc il y a plein d'histoires. Donc, si vous avez des enfants, vous pouvez leur offrir ce Picsou Magazine, qui en fait est un enseignement économique des plus intéressants. À condition que les parents sachent faire le commentaire qu'il faut. Oh, écoutez, je pense que tout le monde a la relation de cause à effet. Picsou, piscine remplie de pièces d'or. Très bien. Très bien. Il n'arrive plus que... Ça c'est pour nos spectateurs qui ne veulent, vous savez, qui ont la tête dans le sable, tout va bien. Hein.